Alors Delphine, bienvenue en Chablis Grand Cru. Et tu vois que Grand Cru, bah, c'est pas forcément des châteaux. Non, mais c'est une référence ici à Chablis en fait. On va chez qui? Mais on va chez les frères Jean-Marie et Bernard Ravenon, Ah oui. qui sont la référence de Grand Cru ça. Chablis, parce que des milliers d'amateurs se battent, se disputent les quelques 50 000 bouteilles produites sur environ 8 hectares, ce qui est peu. Et petit clin d'œil, c'est qu'on peut retrouver leur vignette, l'étiquette de leur bouteille, sur le dos d'un manga, d'une célèbre série, Ah, c'est eux. Les Gouttes de Dieu. Les frères Raveneau exploitent plusieurs parcelles en Grand Cru, Oui. Cru Valmure, les Clos, les Blanchots et aussi en premier cru, les montées de tonnerre célèbres. Extraordinaire. Donc on va essayer un petit peu d'y voir plus clair. C'est C'est là, fermé c'est tout simple, une petite porte. Magnifique. Heureusement que vous avez ouvert. Bonjour Bernard. Monsieur Raveneau, bonjour. Merci de Bienvenue. nous accueillir Oui. chez vous, dans votre grande cave Grand- et une petite porte. Modeste cave. Modeste cave. On y va? On y va. Les grands magiciens sont très souvent les plus modestes. Bernard Raveneau, on va parler de premier cru et de grand cru. Vous exploitez avec votre frère Jean-Marie des parcelles en grand cru, donc Valmure, Blanchot, Le Clos, mais aussi en premier cru, dont le plus connu, le plus fameux est la montée de tonnerre, qui pourrait d'ailleurs figurer parmi les grands crus. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les caractéristiques de l'appellation Chablis ou d'une appellation premier cru et grand cru? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un premier cru et un grand cru de Chablis? À l'origine, déjà quelque chose de ça. C'est issu déjà d'un même cépage, le chardonnay. Hein, on a un cépage unique. Et puis les caractéristiques d'un chablis sont des vins avec une certaine minéralité, une belle fraîcheur, des couleurs assez pâles. Et justement, on parle d'un terroir assez spécifique d'ici, qui voudrait dire que les cèpes, en fait, puisent leur force dans un terroir qui serait issu du chiméridien, c'est ça, du chinois, du japonais. Roche calcaire Ouais. du Jurassique supérieur, composée de petites huîtres microscopiques. Ça donne un goût spécial. Un petit goût fruité, une fraîcheur. Donc ça se marie très bien, en fait, avec des crustacés. Par exemple, des poissons. Alors justement, vous avez fait l'objet de nombreuses citations dans les mangas, une série célèbre qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, que nous avons amenée avec nous. Et alors, il se trouve que le héros de cette série, en cherchant à faire les meilleurs accords avec des huîtres, citait évidemment les vins de Chablis, mais en goûtant l'un de vos vins, qui était un premier cru monté de tonnerre, était très déçu de l'accord qu'il avait proposé. Sans doute que ce premier cru manquait peut-être de vivacité, d'acidité, peut-être dû au millésime. Et de ce fait-là, il est certain qu'un Chablis ou un petit Chablis peut-être présentait ce meilleur accord. Alors quel est l'effet millésime? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente sur chaque année, en fait? Et chaque année, en fonction de la climatologie, c'est-à-dire de l'ensoleillement, de la pluviométrie, on aura des caractères qui vont être différents selon qu'on obtiendra des maturités plus ou moins précoces. On prend l'exemple, par exemple, de cette année où on a un été relativement chaud en 2009. Et de ce fait-là, on risque d'avoir des vins qui vont être assez harmonieux, très ronds, par opposition au 2008, qui est une année un peu plus tardive, avec des maturités beaucoup plus froides, où là, l'équilibre est davantage sur l'acide et la minéralité. Quand on lit vous concernant que vous êtes parmi les meilleurs interprètes du terroir de premier et de grand cru à Chablis, quelle est pour vous votre définition du terroir? C'est quoi le terroir? On parle toujours de ça. Le terroir, c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est la réunion d'un ensemble de caractéristiques. D'une part, le sol, le climat, et puis les hommes qui vont avoir une influence sur tous ces éléments, que ce soit ces éléments géologiques ou climatiques, comment ils vont gérer tout ça. Et c'est la résultante en réalité. De climat, Ouais, de sol de sol, et de vigneron. je Le pense travail aussi. de Oui. la main d'œuvre. Et ce vigneron, il n'a pas un coup de baguette magique et un secret que vous auriez envie de partager avec nous pour nous expliquer Il va pas nous dire son secret. Non, il n'y a pas de secret qu'on peut partager. Non, mais c'est pas un secret. C'est un travail de tous les jours. C'est déjà d'abord la culture de la vigne, le temps passé au vignoble, le soin apporté pour la production de beaux raisins. Et puis après, c'est comme en cuisine, quand vous avez un beau produit,
tout le reste suit sans difficulté, sans artifice. Et également des élevages peut-être un peu plus longs que la moyenne. C'est-à-dire que nos muses à bouteilles sont réalisées généralement 18 mois après la récolte. Quand vous dites élevage, Élevage, c'est-à-dire la conservation des vins en fût, ou oui, en l'occurrence en fût, qui dure 12 mois, ce qui permet d'arrondir, d'apporter une certaine aussi complexité, et ce qui va permettre après au vin je pense, de mieux évoluer. On va démarrer avec une montée de tonnerre 2007. D'accord. on voudrait juste signaler à la caméra que nous allons démarrer avec un montée de tonnerre 2007. C'est un démarrage. Alors, montée de tonnerre, d'où vient le nom de cette parcelle? Je suppose que c'était l'ancienne route à Tonnerre, qui menait à Tonnerre. Et c'était d'une côte, donc d'où montée de Tonnerre. Parce que des fois, l'étymologie est assez simple. Alors, qu'est-ce que l'on doit regarder si on fait une dégustation classique et si on veut apprendre Déjà, à au niveau de la déguster? couleur, on a déjà une couleur sur un chablis qui est pâle. Clair. Oui. Par définition, souvent les chablis, ça a une robe assez pâle, jaune-vert. Donc déjà, pour vous, à l'œil, vous pourriez reconnaître un Chablis par rapport à d'autres vins de Côte-de-Beaune, par exemple, plus au sud en Bourgogne. Probablement, parce qu'on a des notes de jaune plus marquées. Plus marqué vers l'or. Vers l'or, ouais. Vers l'or. Donc là, on est plutôt jaune paille. Jaune pâle. Première distinction. Puis un nez assez frais, fruité. Fruité, ouais. On peut le garder combien de temps, un vin comme celui-là? Du fait de leur équilibre, c'est des vins qui vont pouvoir se garder dans les 10-15 ans dans de bonnes conditions. Par contre, on va évoluer dans les arômes. On va passer de ces arômes un peu d'agrumes, de fleurs blanches, vers des choses plus mielées, des arômes davantage de sous-bois. Quel vin porteriez-vous sur une île déserte? Oui, comme ça, c'est sorti. Si j'avais encore des 69, ça serait probablement un montée de Tonnerre 69. C'est mon année de naissance. Je la prends, celle-là. 69 Ouais. sur une parcelle montée de tonnerre. Oui. En premier cru. Parce que c'était vraiment... Parce que c'est un millésime un peu comme les 96 qui a été très, très austère longtemps. Et puis une fois qu'il est arrivé à point, ça lui a pris une vingtaine d'années, c'était vraiment extraordinaire parce que ça avait une fraîcheur et des arômes sans commune mesure. Alors, il paraît que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Vous savez qui a dit ça? C'est notre ami Pasteur, le premier œnologue. Donc, en fait, c'est un médicament comme un autre, quelque part. Oh oui, pourquoi pas, oui. Moi, je voudrais juste préciser qu'effectivement, un vin de chez Ravenot en montée de tonnerre, ou bien en Valmure, ou bien en clos, c'est effectivement un remède dont on ne peut pas se passer, même si on doit le prendre très souvent avec modération. On a toujours un débat, tous les deux, pour savoir si on doit carafer ou pas les vins que nous servons. C'est un débat qui est un peu délicat parce qu'il y a des très vieux vins, si vous les carafez, Quand il y a du dépôt, en fait. quand vous allez les servir, ça va être une catastrophe. Mais par contre, sur des vins dans lesquels vous avez du dépôt, il est intéressant de les carafer parce que vous allez pouvoir servir pratiquement la totalité de votre bouteille. Autrement, à chaque fois que vous allez bouger la bouteille, le dépôt se remet en suspension. Et c'est dommage parce qu'on pollue légèrement les derniers verres. Attends. Chacun sa façon de... Ah, moi, ça, je peux pas faire ce que vous faites. Ça me gêne, il y a trop d'arômes qui m'explosent dans la bouche. Grumé, ça s'appelle. Ah ben, je ne grume pas, moi, monsieur.